Saint Saturne contrôle entièrement la vie de Kuma. De ces mots, il pousse l'homme à devenir son pantin. Il le pousse à se sacrifier pour la vie de sa fille. Alors que dans l'ombre, une autre histoire se joue. La chute d'un Shichibukai et la montée en puissance d'Ace, le Geono qui a créé l'homme à la brûlure. Car oui, Ace, il l'a fait. Et voici le dernier secret sur son passé. Le Shichibukai qu'il a vaincu et qui est devenu le gardien du Road Poneglyph. Mais surtout, c'est le chapitre du manque de respect. Tous en prennent pour leur grade et c'est littéralement génial. Même Saint Saturne est descendu ici. La page de couverture de cette semaine nous montre Usopp et Sanji. Une petite interaction qui est très sympathique parce que Sanji est en train de cuisiner pour Usopp. Et là, ce qui se passe, c'est que Usopp, il voit un oignon, une carotte, un poivron. Et il se dit, j'ai connu un oignon, un poivron. Un piment. Un piment. Ah, c'est pas poivron? C'est pas poivron. Oignon, piment, carotte. Oui, c'est piment. Dans ma jeunesse. Et on a chassé des dragons. Et on a fait des choses. On a croisé des géants, des poissons géants. Et là, Sanji, il est juste, putain mec... Je sais que tu pipotes. Tu pipotes, hein, on le sait tous. Tu racontes n'importe quoi. Je suis sûr qu'il n'y avait même pas 3 gamins qui s'appelaient comme ça sur ton île. Parce que Sanji n'est jamais allé sur l'île d'Usopp. En tout cas, cette image, elle cache rien de particulier. Mine de rien. On aurait bien aimé, mais elle est juste agréable et assez drôle. Première vraie page du chapitre. Kizaru vient de débarquer sur Egghead. Il est déjà amiral, mais c'est la première fois qu'il vient sur place. La première fois qu'il goûte au froid de la région. Et même si Vega lui dit que le futur se jouera ici, lui, il fait des reproches au vieux. Il lui dit qu'il aurait mieux fait de vérifier les recoins du bâtiment car le gouvernement écoute et désapprouve son accord. À l'extérieur du bâtiment, les hommes de l'amiral veillent, dont le fameux Diez Drake. Peu de temps après, Vegapunk se fait engueuler par une autorité supérieure, par le fameux Saint Saturne qui lui dit que ce genre d'accord avec un pirate dont la tête vaut plus de 296 millions de berries est inacceptable. Il est impossible de faire de lui le visage des clones qui appartiendront à la justice en ce monde. Mais par contre, il peut céder à 3 conditions. La première, c'est que Kuma devienne un Shichibukai, car un certain Ace vient d'abattre l'un des leurs, donc la place est vacante maintenant. La deuxième condition, c'est que le corps de Kuma soit modifié pour en faire une arme crainte de tous. Kizaru lui déclare être d'accord avec cette condition, même si Vegapunk trouve qu'il n'a pas du tout son mot à dire là-dessus. Et enfin, la troisième condition, c'est que Kuma renonce à son libre arbitre et à son humanité. Et là, Vegapunk refuse, annonçant que c'est l'équivalent d'un homicide, et lui, il ne peut pas faire ça. Il hurle même sur Saint Saturne, mais celui-ci l'ordonne de revenir à sa place, car si l'une des 3 conditions n'est pas respectée, Kuma et sa fille seront arrêtés. Et contre toute attente, Kuma se met alors à pleurer de joie, et il l'accepte. Si grâce à ce sacrifice sa fille peut guérir, eh bien lui, il en est très heureux. Première chose à dire, on va pas parler tout de suite de Kizaru, mais de Vegapunk, qui lui n'arrête pas de dire « j'ai trop de choses en tête ». Le mec, sa tête, elle est encore plus grande que lors de l'incident d'Ohara. D'ailleurs, il est plus vieux. Il a accumulé encore plus d'informations et surtout, il a accumulé toutes les infos des royaumes antiques. Puisque là, il est déjà passé sur Elbaf. Sauf que dans sa tête, il y a tellement de connaissances qu'il n'est pas seul dans sa tête. Là, clairement, c'est comme si il y avait plein de petits bonhommes qui étaient en train de travailler, mais comme lui, il est tout seul physiquement, ça suit pas. Il peut pas faire tout ça. Là, ça commence à peine à émerger, le fait qu'il puisse créer des avatars un peu partout. On en reparlera un peu plus tard, mais là, ces histoires-là, les informations sur le royaume antique, ça le pousse à créer des avatars de lui-même. En tout cas, on voit un Kizaru à une époque où il était vraiment extrêmement gentil envers Vegapunk, c'est-à-dire qu'il lui donne des conseils vraiment amicaux et en plus il n'hésite même pas finalement à contredire le gouvernement, alors qu'il sait très bien que là où est Vegapunk, il y a quand même des petits escargots qui écoutent tout. Oui, en gros, il est en train de dire Vegapunk, la prochaine fois, tu contrôles un peu mieux. Voilà, mais il le dit ouvertement, sans doute, devant un Saint Saturne qui écoute leur conversation encore une fois. Mais bon. Moi, je trouve ça assez poussé comme truc, hein. Franchement. Kizaru, il est très sympathique dans ce chapitre. Et ça commence à me faire mal parce que c'est jamais été l'amiral que je préférais. Et c'est en train de changer et ça me fait mal. Et ça, c'est Oda à chaque fois qui arrive à mettre une histoire derrière un personnage qui nous fait totalement changer d'avis. Mais bon, finalement, on va tous les aimer, même les pires. Kizaru, cette fois, c'est la première fois qu'il vient sur Egghead, en tout cas dans le labo d'Egghead. Il fait des commentaires finalement sur le climat ambiant, il fait des commentaires sur le labo en lui-même. Et puis on a bien vu avec Vegapunk qui nous dit effectivement que ça fait pas très longtemps qu'il est sur place. Donc c'est sans doute la première fois qu'il arrive sur le labo. Et on voit bien, il n'a pas énormément de temps à consacrer à tout le monde. Il aimerait bien passer un peu plus de temps avec Sentomaru. Donc on suppose qu'à ce moment-là, il venait de devenir amiral et c'est pour ça effectivement qu'il n'avait pas énormément de temps. Il devait être surbooké, le pauvre. Petite chose à noter, il y a les hommes de Kizaru qui attendent à l'extérieur, à côté du bateau, ce qui est assez génial. Et parmi eux, il y a Diez Drake, pardon. Il y a Diez Drake.
Et ça fait super plaisir parce que c'était dans la période où il était toujours Marine, il commençait sans doute sa carrière et il était dans le groupe de Kizaru, dans le groupe de l'amiral Kizaru. Alors franchement, là ça remet tout en cause littéralement, c'est que Kizaru, c'était le supérieur de Drake. Donc il lui a peut-être demandé la permission de rejoindre le Sword. Il a peut-être demandé la permission de s'infiltrer dans le groupe de Kaido, dans l'équipage de Kaido. Donc, les événements de Sabaody, lorsque Kizaru est contre Drake et contre l'ensemble, enfin un petit groupe de Supernova, eh ben, ça veut dire que là, c'est de la comédie plus. Le mec, il a démonté Drake à coups de pied. Pourtant, il savait que c'était toujours un allié. Moi, je trouve ça juste formidable ce qui s'est passé. Et là, cette confirmation, elle est juste terrifiante. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce chapitre, c'est le chapitre de l'engueulade. Il y a tout le monde qui engueule tout le monde. On a du Kizaru qui engueule Vegapunk, du Vegapunk qui engueule Kizaru. On a également du Saint-Saturne qui débarque et qui engueule Vegapunk, puis Vegapunk qui engueule Kizaru. Il n'y a plus aucun... Qui engueule Saint-Saturne. Ah oui, pardon, qui engueule Saint-Saturne. Il n'y a vraiment plus aucun respect dans ce chapitre. Mais c'est très beau à voir quand même. Je trouve ça fou, même le Gorosei se fait engueuler là, par Danushi. Ok, le mec il reste noble, hein, il n'y a pas de souci, il continue à parler, il s'en fout des gens. Mais il se fait quand même engueuler par Vegapunk. Hein. Moi ça me terrifie cette histoire. Et le gros morceau de ce début ne concerne absolument pas Kuma, mais une information qui est tombée. Ace a abattu un Shichibukai, ce qui est juste génial. C'est une chose qui n'avait jamais été dit. L'histoire d'Ace s'écrit au jour le jour dans One Piece. Il y a encore plus de choses. À Wano, on avait découvert qu'il était parti sur place pour défier Kaido. Il s'était battu contre Yamato. Ils étaient de force égale. Ils sont devenus amis. Il a parlé de Luffy sur place. Et là, on apprend quoi? Quand il est rentré dans le Nouveau Monde, même pas avant de rentrer dans le Nouveau Monde, il a abattu... Ah non, je pense que c'était après être rentré dans le Nouveau Monde. En fait, on s'est passé assez trouble là. En tout cas, il a battu un Shichibukai. Il a fait comme Luffy. Mais ça a rebattu les cartes, ça a terrifié tout le monde. Il semblerait que c'était un Shichibukai qu'on ne connaisse pas, ce qui est forcément normal. Mais on a une petite idée sur son identité sans connaître son nom. L'homme à la brûlure. On parle d'un homme à la brûlure depuis très longtemps. Jaguar du Sol, on peut le mettre de côté parce qu'il ne travaille pas pour le gouvernement. Mais si c'était ce Shichibukai en question qui était tombé, brûlé par Ace, mais vraiment brûlé, calciné par Ace, le gouvernement l'a retrouvé, l'a soigné et lui a dit « Mec, j'ai un job en or pour toi, tu peux plus être Shichibukai, t'es tombé, plus de respect, tu sais, toute cette histoire, nous on est contre, hein, mais t'inquiète, on peut te donner un autre job, c'est que sur ton navire calciné encore un peu noir là, tu prends tes clics et tes claques, ton équipage, on te donne un bloc rouge, pose pas de questions, tu navigues comme ça, pas de souci, tu navigues tout le temps. Mais ça voudrait dire que cet homme est niveau inférieur à Ace. Aujourd'hui, Luffy est supérieur à Ace. En tout cas, oui, le mode Nika est supérieur à Ace. On n'arrivera pas pour l'instant à situer la puissance de cet homme à la brûlure. Est-ce qu'il aura une importance dans les batailles plus tard? Est-ce qu'il aura juste une importance pour donner le rôle poneglyph? Est-ce qu'il va croiser Luffy? Il va chercher Luffy? C'est l'homme au tourbillon aussi, n'oubliez pas, en disant que le destin m'a ramené vers toi, c'est ton frère qui m'a brûlé, le gouvernement m'a donné ce poneglyph et je l'ai gardé pour toi jusqu'à la fin. Car ton frère, je le respectais vraiment, même s'il m'a fait ça. Ce serait étonnant, mais ce serait pas déconnant pour un One Piece. Les trois conditions que donne Saint-Saturne sont vraiment ignobles finalement. La première, vous le savez tous, évidemment, c'était qu'il devienne Shichibukai. Bon, jusque-là, tout va bien, c'est pas bien méchant. Moi j'aurais signé s'il y avait que ça. Hein. Effectivement, moi aussi je pense. La seconde, c'est de devenir une arme humaine. Bon, là, ça demande quand même que ton corps soit un peu plus impliqué. Moi j'aurais quand même signé s'il y avait que ces deux-là. Hein. Moi je blague. Hein. Moi je suis pas sûre. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut de son corps, bon, voilà. Mais la troisième, en tout cas, c'est effectivement qu'il perde son libre arbitre et ça... Bah là, forcément, je pense que personne n'a envie de ça. Et surtout que si, justement, comme le dit Vegapunk, comme le dit si bien Vegapunk, si on fait à moitié robot et qu'en plus, on enlève le côté humain, bah du coup, il reste plus que du robot. Enfin, il n'y a plus de... C'est un homicide. Et Vegapunk a raison là-dessus. Et pourtant, Kuma pleure de joie. Kuma est heureux parce qu'on lui donne la possibilité légale, sans qu'il y ait de préjudice pour sa fille et pour lui, de sauver Bonnet de sa maladie. Et ça, ce regard... Ce bonheur dans ses yeux, ces larmes de bonheur et absolument pas de tristesse, c'est juste magnifique. Comme on le dit très souvent, Kuma, c'est l'homme du sacrifice. Sa vie n'est que sacrifice. Il s'est sacrifié du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Et la fin de sa vie, ce n'est même pas sa mort, c'est le moment où il a perdu tout libre arbitre. C'est-à-dire, c'est exactement le début de la guerre au sommet. 2 ans après les événements qui se passent actuellement dans le flashback. Moi, je trouve ça terrifiant et incroyable à la fois.
Suite à la conversation, les termes de l'accord ont été donnés. Il faudra 6 mois à Vegapunk pour guérir Bonnet, puis 1 an sans soleil pour qu'elle soit entièrement rétablie. Alors que Kuma sera totalement changé en 2 ans. Donc forcément, Kuma n'aura plus le droit de la voir après ces 6 mois. Et pour éviter que celui-ci s'enfuisse avec elle, eh bien il prendra ses fonctions de grand corsaire directement après le départ de sa fille. Et si les conditions ne sont pas respectées, eh bien Saturne déclare que Bonnet sera immédiatement réduite en esclavage. Kuma, traumatisé par son passé, hurle qu'il jure de tout respecter. Mais par contre, il ne faut pas que Bonnet soit au courant de tout ça. Et il exige également qu'elle soit en convalescence sur l'île Sorbet, et sous surveillance s'il le faut. Quelques temps plus tard, Kuma a annoncé à Bonnet qu'ils resteront tous les deux ici, sur Egghead. Et de son côté, Vegapunk a rédigé toutes ses idées, ne cessant de dire qu'il en faudrait 5 comme lui. Et comme ça, il n'aurait pas besoin d'aller aux toilettes ou de manger. Et durant 6 mois, eh bien tous vécurent ensemble. Sentamaru, Vegapunk, Kuma, Kizaru et les scientifiques de l'île. Tous ont participé à la création d'Egghead, aux soins de Bonnet et aux modifications de Kuma. Ils ont même partagé des repas ensemble. Et tous dansaient sur le son des tambours de la libération. Même Kizaru. Mais le jour tristement attendu arriva, la fin du traitement de Bonnet. Et les adieux ont été très difficiles. Kuma et Bonnet étaient partis pour l'île Sorbet, et à leur arrivée, eh bien c'était déjà l'heure des adieux père-fille. Des agents du CP8 ont été déplacés pour tout encadrer, et surtout une certaine Alpha, une infiltrée en tant qu'infirmière pour garder Bonnet en otage. Évidemment, Kuma le sait, mais il n'a pas le choix. Et il prononça alors les derniers mots à sa fille. « Content que tu sois né ». Le traumatisme Kuma n'est pas à prendre à la légère. Cet homme était esclave. 4 ans après sa naissance, il a perdu son père, sa mère, qui étaient des esclaves avec lui. Ensuite, God Valley. Il a réussi à libérer énormément d'esclaves, mais pas assez selon lui, toujours un traumatisme. C'est la continuité du même traumatisme. Derrière tout ça, on a les dragons célestes. Il a grandi, le roi de son pays a essayé d'assassiner tout le monde, il a essayé de s'y opposer, il n'a pas réussi. Il est devenu révolutionnaire, et là, Shinny a été enlevée par un dragon céleste. Elle est redevenue esclave, elle. Et quand elle est revenue, elle est morte de maladie. Il a de quoi haïr le gouvernement mondial, les dragons célestes. Pourtant, il ne le fait pas, car Bonnet est descendante de dragons célestes. Ça a un peu expié sa colère. Mais son traumatisme est toujours là. Et quand on menace de remettre au dragon céleste sa fille en tant qu'esclave, là, ça réveille tout. Et donc, il est prêt à tout accepter. Voilà pourquoi il accepte directement. Non, j'aurai plus jamais de contact avec ma fille. De toute façon, je serai une boîte de conserve à un certain moment. Donc, tant pis, tant pis, tant pis. Mais sauvez-la, par pitié, sauvez-la. Et c'est le deal. C'est le deal qui marche uniquement parce qu'il est traumatisé et uniquement car on a vu son flashback. Sinon, personne n'aurait compris pourquoi il aurait accepté tout ça. On a la construction d'Egghead et étonnamment, on a un bateau qui est en train d'arriver. Et c'est celui du mythe de la Peg. C'est étonnant parce qu'effectivement, ça suppose que qu'il y a peut-être des choses un peu louches qui se passent entre Vegapunk et Umit, parce que souvenez-vous, Umit, on le voit à Wallcake, et c'est tout simplement le chef de la PEG, Donc commerce, souterrain, tu vois, les trucs un peu pas nets, qui obéissent pas au gouvernement. Alors soit c'est le gouvernement qui se dit, allez, un nouveau monde, seule façon de faire passer des choses réellement, c'est passer par lui. Ou alors c'est Vegapunk qui fait jouer ses relations pour dire « Oh, j'ai pas encore assez d'argent, j'ai pas encore assez d'argent. Si j'achète ça au gouvernement ou je demande ça par une voie légale... » Ils vont refuser, donc je vais faire par mes propres moyens et il a trouvé la solution. Allez, tu veux quoi? Une jambe de Kuma? Allez, donne-moi 3 générateurs! On sait pas ce qu'il demande. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que là, on est sur du Egghead en construction et du Egghead qui se construit aussi dans les sentiments de tout le monde. Sentomaru, Kizaru, Kuma, Bonnet, Vegapunk, ces 5-là étaient ensemble tout le temps lors de cette création. Ils vivaient ensemble, ils fêtaient les choses ensemble. On vous les voit manger de la pizza. On se demande pourquoi en fait manger une pizza géante à un moment, être si content et faire la fête. On voit les ombres, ils font la fête. Est-ce que c'était l'anniversaire de Bonnet? Est-ce que ces 5-là fêtaient l'anniversaire de Bonnet? Est-ce que ces 5-là étaient si soudés à l'époque? De se dire que Kizaru était avec eux, qu'il était vraiment avec eux. Dans tous les sens du terme. Mais ça, moi, je me dis que c'était vraiment une très très belle team. Et forcément, à un certain moment, Kizaru, il va hésiter. Il va se dire, mais merde, qu'est-ce que je fais? Peut-être même que là, ça justifie pourquoi Kizaru, il n'a pas fait grand-chose en vrai sur Egghead. Ok, il s'est battu contre Nika, mais est-ce qu'il aurait pu faire plus? Il aurait pu échapper à Nika et aller en fait tuer Vegapunk directement. Il est arrivé dans le dos de Vegapunk, mais il ne l'a pas tué directement. Donc tout ça, ce sont des sentiments qui sont chers à Kizaru. C'était sa famille. On ne sait pas s'il a une vraie famille, mais s'il n'en avait pas, ça c'était sa famille. Et cette petite danse qu'on voit là, eh bien ça, c'est la danse de Nika. Ils sont tous en train de danser au son des tambours de la libération. Et ça, c'est fou, parce que
c'est Kuma forcément qui a ramené ça là-bas et c'est Kuma qui est en train de faire danser un amiral sur les tambours de la libération. Moi, je trouve ça génial. J'avoue. C'est fou. Est-ce que Kizaru... Non, Kizaru le sait pas forcément. On lui a dit, eh mec, nouvelle danse, la mode, tu connais? Allez, go. Mais je pense pas. Après, peut-être que si, il a raconté toute cette histoire, mais ça m'étonnerait énormément, puisqu'ils savent qu'ils sont encore surveillés par le gouvernement. Ça m'étonnerait qu'ils aient éliminé tous les escargophones. Ce serait bizarre, je pense pas que Saint-Saturne aurait accepté ça. Mais en fait si, peut-être que oui. Là je suis en train de penser au fait que pendant des années, ils n'ont pas su que Vegapunk faisait des recherches sur les royaumes antiques, sur l'histoire oubliée. Et c'est York qui a dû le dire. Donc peut-être qu'ils ont vraiment éliminé les choses et que l'histoire a été racontée. Ça voudrait dire que Kizaru connaît l'histoire de Joy Boy. Et en plus... Qu'il a vu Joy Boy. Donc il aurait dû faire un lien normalement, ça aurait dû faire tilt, mais... En entendant le cœur de... C'est vrai, en entendant le cœur de Luffy, il a dit « Hé, les tambours de Kuma !» Ça me dit un truc, ça. Coïncidence. Ah, c'est courant, apparemment. On ne sait pas si vous avez remarqué, mais à la fin de ces fameux 6 mois, eh bien, Kuma, il a changé de vêtements. Il est finalement passé à ses habits de grand corsaire qu'on connaît tous. Donc, son grand manteau noir avec la cible au milieu. Et ça, finalement, c'est assez agréable de voir son évolution, même son évolution, finalement, dans les habits qu'on connaît. Et d'ailleurs, c'est les adieux. C'est assez triste, on voit pas les adieux avec Kizaru, avec Sentomaru. D'ailleurs, Bonnet va les revoir après. Mais en tout cas, on voit les adieux de Bonnet à Vegapunk. En tout cas, les au revoir en disant « Tu peux repasser ici quand tu veux ». Et Kuma, qui lui, même s'ils vont tous les deux au royaume sorbet, ne dit rien toujours. Lui, il est assez fort, c'est un tank. Il retient ses sentiments, même s'il sait que ce sont les derniers instants qu'il passe avec sa petite fille. Ça, c'est assez violent. Mais la suite se passe sur Sorbet, et c'est plutôt pas mal aussi. Petite observation quand même, c'est qu'on remarque que le dôme n'est toujours pas fini. Donc Egghead a bien avancé, mais il n'y a toujours pas le dôme. Et Vegapunk a toujours son crâne immense, donc ça veut dire que le Punk Record, il ne l'a toujours pas... Enfin, il n'a pas encore commencé à le créer, ou alors il a peut-être des idées, mais voilà, rien n'est fait en tout cas pour l'instant. Et là, les vrais adieux arrivent. C'est des adieux écourtés malheureusement, parce qu'il arrive sur place, et là, le CP8 débarque directement. Et dans le CP8, on a des personnes qui ressemblent à des médecins, et une infirmière qui s'appelle Alpha. Et Alpha, il faut en parler, parce que mine de rien, elle ressemble pas mal à Khalifa. Sauf qu'elle s'appelle Alpha. À l'époque, Khalifa, elle était en infiltration à Water 7. Donc ce n'est pas Khalifa, la théorie où Khalifa c'est Alpha, non, niet, c'est pas bon du tout. Même si on l'a eu au début, c'est pas bon du tout. Par contre, il faut remonter un tout petit peu. Sur Ohara, lors de l'incident d'Ohara, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est qu'on a eu Spandaim, Spandim, le père de Spandaim, qui avait un second qui s'appelait Laskei. Et on a appris que Laskei, c'était le papa de Khalifa. Ça veut dire qu'il a placé sa fille dans le CP9. Pourquoi ne pas avoir placé une autre de ses filles au CP8? Alpha, c'est peut-être la grande sœur de Khalifa. Alpha pour première, évidemment. Et là, on verrait toute la famille qui est introduite en tant que membre du Cypherpol. Ce serait juste génial et ce serait pas déconnant. Là, ces adieux, ce sont sans doute les adieux les plus difficiles à faire pour Kuma. Il sait finalement qu'il ne va pas revoir Bonnet, il ne va pas revoir sa fille. Même si on sait que ce n'est pas sa fille, c'est la fille d'un dragon céleste, Kuma, la première chose qu'il dit à Bonnet, enfin la dernière chose plutôt qu'il dit à Bonnet, c'est « Merci Bonnet, merci d'être né ». Et c'est un énorme symbolique parce que il sait que Bonnet est issu d'un crime. C'est un crime ce qui s'est passé, ce que le dragon céleste a fait à Ginny. Et pourtant, c'est pas qu'il a pardonné, c'est juste que Bonnet était là, Bonnet était la fille de Ginny, et Bonnet est devenue la fille de Kuma réellement. C'est celle qui lui a donné le plus de bonheur dans sa vie. Pour qui il est prêt à tout faire. Et ça, c'est être un vrai père. Ça, c'est vraiment des adieux père-fille que Kuma devait avoir. On espère réellement que son âme reviendra et qu'un jour, réellement, il reverra Bonnet. Mais c'est pas dit en fait. C'est pas dit pour le moment. Dans le monde entier, une nouvelle se répand. Un nouveau grand corsaire a été nommé, Kuma le tyran. Doflamingo exulte de cette arrivée. Robin, elle est intriguée, alors que Crocodile s'en fiche complètement. Lui, il prépare son plan pour prendre le pouvoir et arrêter la pluie. Mihawk la prend entre deux massacres. L'équipage de Barbe Blanche était intrigué par ce nouveau venu. Ace est content de la situation et Jinbei est un peu plus sceptique. Bo Hancock, comme à son habitude, se tient au-dessus de ces informations. Moria ne se donne même pas la peine de se lever, alors que les révolutionnaires, eux, sont tous bouche bée. Sabo et Koala ne comprennent pas.
Et Kuma, lui, il ne fait que naviguer. Il écrit des lettres à sa fille, lui parlant de ses voyages, des lieux où il souhaiterait l'emmener, et il enchaîne les missions. Et ce jour-là, il a été envoyé à East Blue, au village Fuchsia, 1 an avant que Luffy ne prenne la mer. Et là, c'est la fin du chapitre. Il y a le grand tour des Shichibukai. Et ça, franchement, ça fait super plaisir. Tous les Shichibukai qui l'étaient déjà à l'époque, qu'on a connu, la première génération de Shichibukai qu'on a, nous, connus, c'est juste incroyable, incroyable. On les voit tous les uns après les autres. Ça fait vraiment plaisir. Et Doffy, le premier à apparaître, ben, il a toujours sa tête flippante en disant « quelqu'un de nouveau dans le game !» Mais je sais pas faire sa voix, hein, je saurais jamais faire sa voix, mais je trouve ça génial qu'il apparaisse comme ça. Ça fait plaisir. C'est comme si on avait un espèce de flashback, mais en même temps un énorme sentiment de renouveau dans One Piece. Ce chapitre, c'est une bouffée d'air frais, réellement. C'est de la nouveauté dans l'ancien. C'est revoir des personnes à un moment où ils n'étaient pas encore tombés, à un moment où on se dit ils sont en train de se construire pour faire autre chose. Et contrairement à beaucoup de flashbacks, c'était pas il y a 5, 10, 20 ans. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 3 ans en fait. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était juste avant les événements que Luffy va apporter dans le monde. C'est un monde pré-Luffy. Et ça, c'est génial. On voit également notre cher Bois Hancock et ça fait plaisir. Mais par contre, est-ce que c'est vraiment la personne la plus importante sur cette image? Eh bien, pas du tout. C'est Gloriosa. On a cette petite vieille là, hyper adorable, mais encore plus depuis qu'on sait qu'elle faisait partie des Rocks. Maintenant, c'est une vraie pépite, cette petite. Ah oui. Voilà, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment elle a fait son compte, mais on a vraiment envie d'en savoir plus. On a limite envie d'avoir un spin-off directement sur les Rocks, connaître un peu... Sur Gloriosa. Sur Gloriosa, spécialement sur Gloriosa, et connaître comment elle a quitté l'île des femmes et pourquoi, elle s'est pour retrouvée. Qui? De qui est-elle tombée amoureuse? Nous, on mise sur Rocks, évidemment, mais il faut voir maintenant, faut voir. C'est l'impression qu'on a. Exactement. Et le tour du monde continue et on voit Miss All Sunday, Robin, sous sa forme Tuberquark. Et ça, c'est juste incroyable. Moi, j'adore ces vêtements, j'adore tout ça. Tu vois, le sentiment qu'il y a derrière, le sentiment des premières apparitions de Robin, où on savait pas s'il était méchant, gentil, trop énigmatique, la fille qui est juste là pour être là, mais en même temps, tu sens qu'il y a un truc derrière. Mais c'est ça, c'est le sentiment qu'Oda a remis dans ce chapitre. Et Crocodile, elle est là et on lui dit il y a un nouveau grand concert, il en pense quoi? J'en ai rien à foutre moi de nos grands concerts. Moi ce que je veux c'est les cons qui ont trouvé mon navire avec la dance powder dessus, ben, il faut les buter. Où ils sont ces idiots? C'est exactement ce qu'il fait et ce mec il est juste génial. Ça donne vraiment le sentiment qu'on est à Alabasta, on est projeté à Alabasta là, juste avec cette case. C'est vrai que c'est marrant, mais c'est hyper intéressant d'avoir un flashback, mais pas un flashback comme on a l'habitude de connaître avec des flashbacks qui remontent à des milliers d'années où on voit des gens grandir qu'on n'avait peut-être jamais connus. Enfin bref, là c'est vraiment un flashback qui se passe dans une période qu'on a pu connaître, enfin qu'on a un peu connu finalement, Robin à Alabasta, mais des moments qu'on n'a jamais vus. Donc ça reste intéressant. One Piece pour nous, c'est comme une gigantesque timeline où on adore poser des éléments. Et là, on pose d'autres éléments juste au devant de l'histoire de Luffy. Et ça, c'est génial. On a des éléments dans l'histoire d'Ace, dans ce chapitre, mais on a aussi des éléments dans l'histoire de tout le monde. Et ça, c'est juste génial. On complète notre connaissance de One Piece au jour le jour. Et ce chapitre, il est là pour ça. On a tellement d'idées de vidéos à faire maintenant, tellement de choses qui vont sortir dans pas très longtemps. Ça va être juste incroyable. Et Gloriosa, malheureusement, elle a mal vieilli. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive. Ça arrive. Et on a même Alvida. Mine de rien, on a Alvida et Kobe qui est sur le navire d'Alvida. C'était il y a vraiment pas longtemps. Kobe était déjà l'esclave d'Alvida. Vous vous rendez compte de cette dinguerie? Mais moi, je vous jure. Et c'est juste génial. Et Alvida qui dit quoi? Est-ce que je suis plus fort que lui? Et Kobe, oui, maîtresse. Mais Alvida, elle croyait vraiment qu'elle était la plus forte du monde. Moi, ce qui me choque encore plus, c'est qu'elle cite le nom de Barbe Blanche. Alvida, dans sa tête, elle disait qu'elle était la plus forte du monde. Sauf qu'elle avait connaissance de Barbe Blanche, qui avait une prime monumentale, et en plus, qui avait le fruit du démon qui pouvait faire en fait des tremblements de terre. Comment tu peux croire que tu es la plus forte du monde alors que tu es à East Blue, tu n'as jamais quitté cette mer là de faiblard à ce qui paraît, et c'est la vérité quand même, sur beaucoup de points. Et là, vraiment, moi, ça m'étonne, cette case m'étonne énormément. Mais ça remet beaucoup plus d'informations, ça désenclave East Blue. Ça montre en fait que tout le monde avait accès à toutes les informations possibles. Une chose est sûre, c'est que Ace ne lit jamais les journaux exactement comme Luffy finalement. Mais
On est certain parce que finalement, s'il lisait un peu les journaux, il aurait sans doute vu la tête de Sabo. Il aurait su que Sabo n'était pas mort, parce qu'il aurait vu la tête du numéro 2 des révolutionnaires dans le journal. Et d'ailleurs, on est très content de voir l'équipage de Barbe Blanche, une partie avec Teach, mine de rien, avec Marco, avec Barbe Blanche lui-même qui est en train de regarder un peu le journal en disant « Encore un grand corsaire, c'est le 120e que je vois passer et le 12e que je veux buter peut-être. » Mais en tout cas, c'est assez drôle de voir tout ça. Et Ace qui est un peu loin, et Ace qui lâche une phrase assez étonnante. Ah, tant mieux qu'ils ont trouvé un remplaçant. Le mec, il vient de buter le premier, et on trouve un remplaçant, et tant mieux. Ah bah tant mieux, je vais pouvoir buter le nouveau. Exactement. Et en plus, il y a Jinbei. Jinbei est là, ça c'est magnifique. C'est vraiment magnifique de voir un Jinbei qui interagit avec cet équipage et qui, lui, en fait, a la tête sur les épaules. Clairement, il a la tête sur les épaules, qui se pose des questions sur les grands corsaires, sur l'avenir des grands corsaires et sur le fait que, mine de rien, c'est un roi, encore une fois, qui intègre les grands corsaires et il voit un peu le vent changer, tout changer en fait. Les grands corsaires sont en train d'évoluer et où ça va aller? Est-ce qu'à l'époque, il se disait lui-même qu'en fait, on va virer les vrais pirates des grands corsaires et on va mettre que des personnes qui sont déjà rattachées au gouvernement? Donc, des pirates qui sont des rois. Il y en a déjà 2, est-ce qu'il y en aura 7 à la fin? Mais en tout cas, il n'a pas prévu que ce titre serait éliminé une bonne fois pour toutes très bientôt. Et là, c'est le choc des révolutionnaires parce qu'ils apprennent dans les journaux finalement que Kuma est devenu un Shichibukai. Et ils n'en savaient rien. Personne n'était informé de ça avant parce qu'effectivement, ils n'avaient pas plus de contact que ça avec Kuma depuis la dernière rencontre qui s'était faite par hasard de toute façon. Donc forcément, ils ne pouvaient pas savoir ce qui s'est passé et personne ne comprend pourquoi est-ce que Kuma est devenu un Shichibukai. Le joli redire de Kuma est assez étonnant. C'est le dessin que Bonnet avait fait de lui. Avec les cheveux en friche et compagnie, il a utilisé ça, il l'a mis sur sa voile. C'est un papa poule. C'est un papa qui a reçu le dessin de son enfant et qui est tellement émerveillé alors que ça ressemble pas à grand chose. Et au lieu de le mettre sur le frigo, lui, il l'a mis sur sa voile. Il l'a mis en tant que joli Roger. C'est juste fou de se dire que c'est le joli Roger de Kuma. Maintenant on pense, on n'a jamais vu de joli Roger pour Kuma. Non, c'est vrai. Je trouve que c'est pas déconnant et franchement c'est plutôt agréable ces petites touches. Encore une fois, Oda il arrive à nous toucher là où ça fait plaisir et là où ça décoche une larme quoi. Franchement, il est magnifique ce chapitre. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de personnes qu'on revoit, il y a beaucoup de petits trucs qui éveillent en fait des sentiments. Grosse news, les Martin Facteurs livrent également des lettres. Et oui, finalement ça semble assez logique, mais c'est vrai qu'on savait que sur Grand Line, les gens échangeaient sans doute des lettres, mais on s'était toujours demandé comment, et bien là, on a la preuve, et c'est par Martin Facteur, et c'est pas plus mal. Incroyable, incroyable. Le monde de One Piece s'est bien développé avec ce chapitre de fou. Et à la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Kuma qui a été envoyé en mission à East Blue. Il a été envoyé en mission sur l'île de Luffy. Au village Fuchsia, on voit les moulins. On a vu Luffy se faire courser par un tigre. Et ça, c'est juste génial. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Quelle est cette mission qu'on lui a donnée à faire sur East Blue? East Blue, bordel de nouilles. Pourquoi l'envoyer là-bas? Alors qu'on aurait pu envoyer Garp? C'est le fief de Garp, c'est le village de Garp, littéralement. Et on envoie Kuma. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a une rencontre entre les deux? Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec Hunter x Hunter où il y a Kaito qui a rencontré Gin quand il était petit? Et là, est-ce que Kuma, qui est un compagnon du père de Luffy, a rencontré Luffy quand il était plus jeune? Est-ce qu'il a sauvé? Est-ce qu'il a vu de loin? Est-ce qu'il a facilité son avancée, ses premiers pas dans la piraterie, dans le monde entier en fait, juste pour prendre la mer? Est-ce qu'il a éloigné quelques problèmes de lui? Est-ce qu'il a été envoyé sur place pour arrêter des personnes ou pour trouver en fait les traces du Gomu Gomu? Et il a juste dit, Gomu Gomu pas là les gars, allez-vous-en, revenez plus jamais ici, il est pas là, il est parti loin. Donc il a aidé Luffy à sa manière, il a aidé le fils de Dragon et il a vu en Luffy ce jour-là que ce serait Nika, qu'il a le fruit de Nika, et qu'un jour, il va libérer le monde. Et ce serait le point culminant ultime de sa vie. Juste avant de commencer à perdre son humanité, il a vu Nika, et il s'est dit, je peux m'en aller en paix, je vais essayer de l'aider le plus possible. Ce serait génial, et ce serait pas déconnant. Et voici des petites prédictions pour le prochain chapitre. Numéro 1, Kuma suit Luffy de loin et comprend que c'est Nika. Numéro 2,
Kuma fait un rapport au gouvernement. Il dit qu'il n'y a aucune trace du Gomu Gomu sur place, ou du Ito Itonomi modèle Nika. Numéro 3, le flashback continue et on voit Kuma qui suit les aventures de Luffy. Numéro 4, on voit toutes les pensées de Kuma sur Sabaody. À chaque fois qu'il envoyait un des Nakama sur une île, il pensait à Bonnet. Il pensait à une île que Bonnet aurait aimé visiter. Et enfin, numéro 5, on voit l'esprit de Kuma s'en aller. Il vient tout juste de mourir. Et voilà les accros de One Piece, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'aller regarder les vidéos théorie et toutes les autres vidéos qu'on sort. Ça nous fera très plaisir et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, même si elle a déjà dit. À bientôt les accros de One Piece.